Bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation à cette deuxième, à ce deuxième webinaire sur le document unique. Merci à Alain et Sandrine pour leur participation sur ce deuxième webinaire encore, leur deuxième intervention. Et Sandrine, je te laisse la main. Donc, juste pour vous prévenir, donc on a décidé exceptionnellement au vu du nombre de participants, parce que vous êtes un petit peu moins que la semaine dernière. L'idée, c'est de pouvoir vous exprimer voilà, librement avec le micro et la caméra si vous le souhaitez. Ça sera d'autant plus interactif et facile pour échanger, vu que l'objectif de celui-ci, c'est vraiment d'échanger sur les bonnes pratiques, les questions que vous vous posez, les problématiques que vous avez pu rencontrer, etc. Donc, il nous a semblé plus facile d'utiliser ce mode de fonctionnement sur ce webinaire. Voilà, Sandrine, je te laisse la main, ou Alain, je ne sais pas qui commence. Je vais dire juste 2 mots avant que Alain parle. D'abord, alors effectivement, merci pour votre présence à ce second webinaire, mais surtout merci pour avoir répondu au questionnaire, puisque vous êtes 22 à ce matin à avoir répondu, ce qui nous a permis de structurer la présentation de ce matin telle qu'on va vous la présenter maintenant. Je te laisse, Alain, avec la présentation des sujets du jour. Oui. Alors, attends, je fais entrer le monsieur qui me cache. Donc voilà, donc le but, ça va être effectivement de répondre à vos questions, puisqu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc ce qu'on vous propose notamment dans le déroulement, c'est de reprendre la question qui a été posée, d'y répondre et de valider notamment avec l'initiateur de la question qu'on a bien répondu à la question qu'il voulait poser à l'origine et qu'il a bien eu sa réponse. On a globalement, on va le voir après, c'est un peu plus décomposé, mais cinq grands thèmes, qui sont d'une part sur une notion d'exhaustivité ou parfois on peut être de complexité du DU et du manque de temps du coup associé. On a quelques questions qui concernent plus des points spécifiques sur le lieu de travail. Une notion qui est liée un petit peu à tout ce qui va être management des salariés, démarche pour mettre tout cela en place. Un point qui focalise, ou quelques points qui focalisaient plutôt sur les EPI. Et puis des questions qui allaient parfois un peu plus loin que le document unique et qui ouvrait sur le plan de continuité d'activité. Donc, on fera aussi, à un moment donné, voilà, il y aura ces points-là qui seront abordés. Globalement, donc par rapport aux quelques questions qui vous étaient posées, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que vous êtes plutôt des bons élèves. Alors sur la reprise, c'est autre chose, mais on voit déjà que voilà, il y avait sur les 18 entreprises qui nous ont répondu, 11 qui avaient continué à travailler, 5 qui ont repris et 2 qui ne sont pas encore en mesure de reprendre. A priori, on peut supposer que sur toutes celles qui ont reprise ou qui ont continué, des mesures de prévention ont été mises en place, puisqu'il y en a 16 qui ont mis en place des mesures de prévention. Il y en a une quinzaine, donc quasiment la totalité aussi, qui a travaillé sur le document unique, soit en l'ayant mis à jour, soit en étant en train de le mettre à jour. Et la majorité de ceux-là qui sont effectivement appuyés sur les 9 principes de gestion et de priorisation qui vous ont été montrés la dernière fois. Et le dernier point qui est aussi important, c'est qu'on voit bien, on est plutôt là sur un public de TPE-PME, donc dans tous les cas, les dirigeants ont été impliqués dans la mise en place du DU, mais on a aussi, on voit bien, fait appel à d'autres personnes, responsables sécurité, membres du CSE, salariés ou membres de l'encadrement. Donc on voit bien qu'il y a eu aussi on en reparlera tout à l'heure, mais cette pluridisciplinarité qui a été impliquée, c'est une bonne chose. Donc, on vous avait demandé, après la réponse à ces questions-là, ce qui avait été facile dans la semaine qui vient de s'écouler, d'une part, et ensuite ce qui avait été difficile. Donc, sur ce qui a été facile, on a 8 commentaires. On va les parcourir rapidement. On reviendra sur certains d'entre eux comme support aux réponses qu'on donnera tout à l'heure. Alors, ce qui a été facile, c'était la mise en place de la signalisation pour la personne qui a répondu et cette notion d'évaluation de la zone de 4 mètres carrés autour des postes de travail. Ce qui a été facile aussi, c'était d'utiliser les principes de prévention, comme on les avait évoqués à la webinaire de la semaine dernière. Ça a été facile de parler des risques parce qu'il y a eu une surmédiatisation depuis plusieurs semaines
Enfin, c'est comme ça qu'on a compris cette phrase, en fait. La surmédiatisation fait que, finalement, le discours était facilité avec les salariés ou avec les représentants. Le quatrième point, ce qui a été facile, c'est l'expérience. Alors là, je vous avoue qu'on n'a pas trop compris ce que c'était. Si quelqu'un veut, la personne qui a écrit l'expérience veut nous dire ce que c'est, à la limite, prenez la parole maintenant. Mais ce n'est pas sûr, parce qu'on a eu 22 réponses et il y a 14 participants. Ok, je continue. Ensuite, alors là, vraiment, le point 5 que je trouverais intéressant, et on en reparlera sans doute tout à l'heure, c'est que cette personne dit qu'on n'avait pas arrêté l'activité sur le site et que les aménagements se sont faits de façon progressive et que ça a été finalement rapide et efficace. Et la progressivité, je pense que ça sera la clé du succès. Sixième point facile, c'est les moyens de prévention et de protection tels qu'on doit à mettre en place, comme le masque, le gel, les cloisons, les gants, etc. Bon, d'accord, ça, c'est facile. La mutualisation des idées et la cohésion d'équipe, je ne sais pas si la personne qui a écrit ça, elle est dans le public, mais ça sera vraiment intéressant qu'elle nous raconte ça quand on va parler du management tout à l'heure. Et puis également, ce qui a été plus facile, c'était pour le 8e point, la maîtrise des risques des personnes qui arrivent de l'extérieur en opposition aux risques qu'il y a en interne. C'était assez intéressant aussi comme remarque. Sur ce qui a été plus difficile, je ne vais pas le commenter là tout de suite maintenant parce que j'ai repris en fait chacune des difficultés pour soutenir les questions que vous avez posées. Comme ça, on les traitera aussi, ces difficultés-là. Donc, voilà pour le premier débrief finalement de votre retour d'expérience. Alors, si on rentre dans les questions, les 5 grandes familles de questions, la première, c'est celle que j'ai appelée exhaustivité. On va se partager avec Alain pour éviter qu'il y ait une certaine monotonie dans la présentation. Donc, je garde la main sur la première question. C'était comment être sûr que tous les risques, toutes les situations étaient prises en compte. Et en plus de ça, il y avait une difficulté sur évaluer la totalité des risques en définissant précisément chaque endroit. Alors, moi, ce que je voudrais vous répondre, et ces commentaires que j'ai faits, c'est que on ne peut pas être sûr qu'on a été exhaustif, qu'on a vu tous les risques. Ça, c'est sûr. Par contre, ce que l'on sait faire maintenant, et ce que vous commencez à mettre en œuvre, c'est une démarche systémique ou systématique. C'est-à-dire que si vous vous appuyez sur cette démarche-là, à la fois dans la première partie de l'analyse qui est on va aller chercher les risques, dans la deuxième partie qui est on met en place les préventions, vous devriez être presque exhaustif. Donc, de façon systématique, identifier toutes les zones. Dans chacune des zones, identifier toutes les activités en demandant aux salariés quelles sont les activités principales, mais également quelles sont les activités annexes. Quand vous faites la maintenance, quand vous faites le nettoyage, quand vous faites je ne sais pas quoi. Et puis, si vous identifiez tous ces risques-là de façon collégiale, il y a de fortes chances que vous ayez presque tout. Et si vous n'avez pas tout, normalement, le discours qui suivra, la surveillance que vous ferez après, devrait vous amener à compléter et à faire évoluer votre analyse. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et de la même façon sur la prévention, si vous utilisez bien les principes de prévention, le triangle de contamination, que vous vous posez intellectuellement la question à chaque risque, normalement, vous devriez être presque exhaustif. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, on va en reparler dans pas longtemps, des toilettes, là, la question qui avait été posée à la fin de la dernière réunion sur la personne qui travaille à côté du marché. Et j'ai utilisé justement la démarche intellectuelle telle qu'on doit le faire pour que vous compreniez bien comment ça marche et comment on est presque sûr que c'est bon. Et puis, je vous ai mis un petit smiley là. Il faut considérer qu'on est en amélioration continue. On ne nous reprochera jamais d'être imparfait. On nous reprochera de ne pas avoir fait. Voilà, c'est tout. Si ça vous va, j'arrête pour la réponse à cette question-là. Et du coup, Alain, si tu veux prendre la parole. Tu veux qu'on vérifie si celui qui avait posé la question a bien eu sa réponse je regarde dans le chat, là, il n'y a pas de commentaire, donc on peut y aller. Ok. Donc, la deuxième question qui avait été posée à un moment donné était comment pallier au manque de temps, avec une remarque qui était remontée dans les situations difficiles, c'était effectivement que la mise en place du DU pouvait prendre du temps.
Donc là, il y a deux choses. Une première qui va rejoindre un petit peu ce que disait Sandrine avant. Il ne faut pas attendre de se dire, ça y est, je suis dans une situation complètement parfaite, je suis sûr, j'ai tout fait, j'ai vérifié 5 fois et maintenant je peux y aller. Donc effectivement, le principe c'est de se dire, dès que j'ai fait un pas, bah, de toute façon je le mets en application et je sais que ma solution n'est peut-être pas parfaite pour le moment, mais j'ai déjà mis quelque chose et j'en ai planifié une autre à court, à moyen ou à long terme. On doit toujours être dans cette notion-là, c'est-à-dire que pour se remettre aussi dans la notion du DU, le DU, il ne demande pas qu'on soit dans une situation idéale une fois qu'on a fini de mettre le DU. Il demande qu'on ait listé les risques et qu'on ait planifié, mis en place certaines actions de prévention et qu'on en ait planifié d'autres. Donc ça veut dire que si on planifie, on ne fait pas tout maintenant. Donc déjà, il ne faut pas se dire, il faut que je fasse tout là maintenant. Il faut que j'ai au moins fait la phase d'analyse et d'étude maintenant. La deuxième chose, c'est que le temps, alors moi, il n'y a jamais de manque de temps en tant que tel. On a toujours le même temps. Hein. Les journées, elles font toujours 24 heures. Les heures, elles font toujours 60 minutes et les minutes, 60 secondes. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce temps? Et là, effectivement, on est dans une période où, pour moi, une des priorités, c'est effectivement ce problème de santé et de sécurité. Donc ça doit être une priorité qui passe avant d'autres. Et donc, on doit forcément être en mesure, en tant que dirigeant, d'affecter du temps à cela. Après, si on manque de temps, on a deux solutions, notamment. C'est on l'a dit, et Sandrine l'avait dit plusieurs fois la dernière fois, on peut faire très simple. Et dans un premier temps, il faut peut-être faire très simple et se dire, je compléterai après. Et pas forcément tout de suite chercher à avoir 5 critères pour la gravité, 10 pour la fréquence. Enfin voilà. Aujourd'hui, on peut se dire déjà, tiens, je suis devant tel poste, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Oui, non. Est-ce que j'ai un moyen de protection déjà existant? Oui, non. Et si j'en ai pas, qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, ça, c'est une première analyse. La cotation, elle est uniquement en 2 points, c'est oui ou c'est non. Et ça peut suffire dans un premier temps si on veut avancer. Le deuxième, c'est pas pour vendre nos services spécifiquement, mais à un moment donné, comme dans toute chose, si j'ai pas de temps, si c'est quelque chose d'important, ben, je vais le déléguer ou je vais le sous-traiter, quoi. Et donc, il faut aussi, on est dans une période compliquée pour les chefs d'entreprise. On a plein de choses à faire. Voilà. Si on estime dans un premier temps que son urgence numéro 1, c'est de redémarrer son activité et que le DU, il passera après, mais qu'on ne veut pas prendre le risque, eh ben, on va se prendre une ressource qui va nous permettre de travailler sur ce point-là, quoi. Voilà. Okay. Ça va pour ce point-là, tous? Est-ce que sur ces points-là, on a répondu aux questions qui étaient… Quand on dit sous-traiter, on peut avoir donc un contact avec quelqu'un et qui nous aide à faire le DU, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et on s'adresse à qui en particulier? À nous? À vous, oui, mais bien sûr, mais il y a une personne, c'est Caroline, c'est… Non, là, vous avez normalement nos mails à la fin de la… D'accord, donc aux mêmes personnes. Voilà. Donc après, j'imagine qu'on fait, par exemple, ce qu'on a déjà mis en place. Et pour vérification, puisque nous, on a plusieurs sites, en fait, hein, c'est dans le tourisme. Hein, et on fait viser, quoi, par le fait. Et il y a une participation financière? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui, mais au moins, on est sûr parce qu'il va y avoir l'affichage aussi. Là, on communique, on travaille moi, je suis en télétravail, hein, mes autres collègues aussi. Donc, avant de reprendre dans les sites touristiques, là, on est en train de réfléchir à tout ce qu'on met en œuvre, hein, tout ce qu'on a vu là dans le webinaire de la semaine dernière. Mais on l'affiche après quand même, ça, sur chaque site, ce qu'on met en pratique. Oui. Ah bah c'est ce qu'on disait. Alors déjà, le principe, c'est que le document unique en lui-même, normalement, doit être, au moins dans les grandes lignes et dans les grands points, communiqué à l'ensemble des salariés. Et ils doivent savoir qu'il existe et ils peuvent le consulter. Oui, et puis, toutes les décisions qu'on a prises en termes de nouvelle organisation, de gestes barrières, de choses comme ça, il faut effectivement non seulement les afficher, mais s'assurer que chaque salarié en a bien eu connaissance
Et on fait signer le représentant. Et qu'il est à même de l'appliquer dans les conditions prévues. Est-ce qu'on fait signer… Et idéalement, on fait signer un document dans lequel il s'engage, dans lequel il certifie avoir reçu l'information, avoir reçu la formation éventuelle et dans lequel il s'engage à appliquer les gestes qu'on lui a demandé. On fait un protocole de remise en activité par rapport au Covid-19. Oui, en sachant que si jamais vous êtes sur des structures dans lesquelles il y a un CSE… Non, il n'y en a pas justement. Donc, sinon, il ne faut pas oublier de présenter le plan de reprise au CSE, quoi. Oui, d'accord. Mais nous, on n'en a pas, du coup. Il n'y a pas de comité de… Il n'y a rien. Il n'y a pas de… Là, il faut informer les salariés. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Il y en a qui travaillent là, sur un site. Donc, il y a eu un protocole par rapport au Covid, là. Donc, le représentant légal, signature, et puis le salarié qui devait signer pour reprendre son activité. Donc, c'est ce qu'on peut faire là, qui peut servir de document unique pour les salariés en communication. Alors, ça ne va pas servir de document unique, mais ça va servir de moyen de preuve éventuel pour nous montrer qu'on a bien informé les salariés et pris les moyens et le temps d'informer les salariés aux nouvelles organisations, aux nouveaux gestes, aux nouvelles pratiques qu'on mettait en place. D'accord, avec le protocole. Et après, le document unique, donc si on veut se faire aider, là, après, c'est là que vous pouvez intervenir. Oui. Et il faut que l'ensemble, et tant qu'à faire, il faut que l'ensemble de ces documents soit cohérent, quoi. Parce que oui, bien sûr. Oui. C'est mieux. C'est mieux. J'ai toujours dit à Alain qu'il gagne à être connu. Bon, je passe à au deuxième type de question alors. Alors, pourquoi ça ne bouge pas? Voilà, slide 8. Donc là, on est parti sur les lieux de travail. Et quelqu'un a posé la question sur la contamination aéroportée en mettant en lien un article qui est paru dans Le Monde il y a 4-5 jours sur la climatisation ou l'aération des locaux. Ensuite, il y a une autre question très claire sur utilisation des clims, oui ou non. Donc, je vais répondre à ça. Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur faire des commentaires sur ce qu'il est bon de faire, etc. Mais là, on est dans le document unique qui est un outil réglementaire qu'on doit mettre en place. Donc, essayez de ne pas être pollué, si je peux m'exprimer comme ça, par toute la communication, toute l'information qu'on a toute la journée. Gardez vraiment en ligne de mire le fameux protocole national de déconfinement qui est sorti la semaine dernière, les fiches conseils par métier. Il y en avait 60 quand j'ai préparé le support. Ce matin, on a reçu un mail, il y en a 4 nouvelles qui viennent de sortir. Les guides des organisations professionnelles. Et puis, d'un point de vue technique, le site qui doit vous aider à répondre à ce genre de questions sur la clim ou sur les réseaux d'eau ou autres, c'est l'INRS. Concernant la climatisation, je suis allée hier sur le site de l'INRS pour pouvoir répondre à cette personne-là. Et je vous ai mis une extenso derrière, là, je vais essayer d'y aller. L'extrait, parce qu'il y en a des pages et des pages, l'extrait qui correspond justement à la climatisation. Donc, c'est un dossier de mai 2020 de l'INRS concernant les bâtiments, remise en route après le confinement. Donc là, ils vont vous parler de tout un tas de choses. Et pour ce qui concerne l'aération des locaux, ils nous disent qu'il y a 2 principes qui sont à mettre en œuvre. Le premier, c'est favoriser le renouvellement de l'air pour diluer le microbe, le virus. Et le deuxième principe, c'est de limiter le brassage de l'air pour éviter la dispersion de ce virus. Et après qu'il soit chauffé, refroidi, cet air-là, ça ne change pas leur préconisation. Donc, voilà ce qu'il faut avoir en tête. Donc, il y en a 2 pages. Je ne vais pas répondre directement à cette question-là, mais vous pourrez aller voir vous-même. Selon qu'on est ventilé mécaniquement ou pas ventilé du tout, ce qui compte, c'est vraiment aérer les locaux et ne pas disperser l'air. Moi, au-delà de la climatisation, la question que je me pose et la remarque que je vous fais, c'est là, quand il va commencer à faire très chaud dans quelques temps, on va retrouver les fameux ventilateurs de bureau, là, les trucs à hélice qui tournent. Si on utilise ça d'une mauvaise façon, on risque de disperser. Et notre distanciation de 1 mètre aujourd'hui, si je balance l'air qui sort de ma bouche avec le ventilateur,
les 1 mètre, ils n'existent plus. Donc, ayez ça en tête quand vous allez peut-être mettre en place ces équipements-là et peut-être surtout ne pas les mettre en place, en fait. Donc, est-ce que ça vous va, ça, comme réponse? Donc, la climatisation, oui. Le débit d'air, oui. Ne recyclez pas l'air intérieur, c'est ça qui est dit dans le document de l'INRS. Si vous n'avez pas de ventilation, si vous n'avez pas de climatisation, vous ouvrez les fenêtres régulièrement. Et puis, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça va? Est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Bon, Oui, ben, il y Karine, avait aération un rappel d'un quart d'heure effectivement qui toutes les était 3 heures. l'aération d'un quart d'heure toutes les 3 heures. C'est effectivement ce qui est préconisé dans le protocole de déconfinement. C'est bien sûr un minimum, hein, donc il ne faut pas hésiter, à partir du moment où il fait bon, plutôt à laisser les fenêtres et à laisser l'air circuler, l'air naturel circuler librement, quoi. C'est la meilleure des choses. Le problème des flux d'air, c'est qu'il peut effectivement, voilà, le flux d'air régulier et dans un milieu fermé, ça ne va pas être idéal, mais voilà. Bon, si ça va, Alain, tu peux peut-être prendre la question là. Oui, donc la question suivante qui concernait l'aménagement des postes de travail dans les différents sites par rapport à l'espace de travail pour l'accueil du public, musée, vente de souvenirs et documentation touristique. Donc là aussi, on va rejoindre un petit peu ce qu'il y avait avant. Il faut se remettre dans alors d'une part, dans les principes de prévention tels qu'on l'avait vu, hein. On refait le tour de ces sites et puis on se dit qu'est-ce qui peut me permettre de prévenir le risque. Et toujours en s'appuyant, d'une part, soit sur ce qui est défini dans le protocole, soit sur les fiches conseils, en sachant qu'il y a pour principe, 4 règles de base, hein, qui sont définies aujourd'hui. Pour ces lieux qui accueillent de public, il y a la jauge de 4 mètres carrés par personne. Dans la mesure du possible, de mettre un flux à sens unique, hein, je rentre par un endroit et je sors par un autre pour éviter qu'il y ait trop de croisements. Et toujours le respect de la distanciation et des gestes protecteur. Par contre, donc c'est moi qui a posé la question encore, hein, je m'excuse. Non, c'est bien. Par contre, bon, ça on est en train de voir, hein, donc on va mettre des plexiglas, enfin bon, tout ce qui est en mesure. Là, pour rentrer, sortir, c'est pareil, on va faire des flux. Par contre, je m'interrogeais pour les sanitaires, les toilettes au public. Ah, super. Je vais vous en parler tout de suite après. Voilà, parce que du coup, nous, on a les toilettes, donc on a nos toilettes et le public a accès à nos toilettes. Est-ce que les toilettes au public doivent être fermées? Ou il n'y en a que 2, donc du coup, est-ce qu'on en utilise un pour le personnel et un pour le public, mais après, en sachant que si j'ai 3 personnes qui viennent, on ne va pas désinfecter, on n'est pas femme de ménage, on ne va pas désinfecter derrière chaque personne, quoi. Les poignées de porte. Ouais, là, il y a 2 choses. Il y a effectivement la notion de, mais on va en reparler après, mais il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a il va y avoir ce qui va concerner les salariés et ce qui va concerner les clients. Les obligations ne sont pas forcément non plus toujours les mêmes, donc il faut se remettre vis-à-vis de ça. Donc là, il faut se reporter sur les obligations aussi dans les entreprises qui accueillent du public, sur le nombre de sanitaires qui doivent être mis à disposition en fonction du nombre du volume de public voilà, qu'on peut accueillir, hein, ou pareil pour les salariés. Donc, il ne faut pas fermer toutes les toilettes, puisqu'à un moment donné, ça fait partie des droits. Après, effectivement, il va falloir coupler, mais Sandrine va en reparler, voilà, cette occupation des toilettes ou cette nécessité d'avoir des toilettes avec leur fréquentation. D'accord. Voilà, ce que je voulais dire pour finir sur la question avant, puis comme ça, après, Sandrine pourra enchaîner sur la partie toilette, c'est de se dire effectivement, dans ce qui était nommé, il y avait des musées, des ventes de souvenirs, des documentations touristiques. Effectivement, à chaque situation, la réponse va être spécifique. Oui. Parce qu'à chaque situation, on va se remettre en situation, puis on va voir ce que cela donne. Un des points que je voulais dire, même si tout à l'heure, je revenais un peu sur les gestes protecteurs plutôt que les gestes barrières, on est tous comme on est, et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à un moment donné, une table mise en travers du chemin va plus nous amener à faire et à contourner qu'une bande qui va être collée au sol, quoi. Donc parfois, la matérialisation réellement physique d'une interdiction, il faut la matérialiser réellement physiquement, quoi.
Et par rapport au public, est-ce qu'on peut mettre sur la porte d'entrée qu'on souhaite qu'ils aient un masque sur le visage ou ça, c'est pas possible? Parce que je vois dans des magasins, il y en a qui le font, masque obligatoire. Bon, on souhaiterait que les gens ils le fassent d'eux-mêmes, quoi. Quand on va dans un lieu public, ça va de soi qu'on met un masque, mais bon, si les clients ne le mettent pas, est-ce qu'on peut mettre sur la porte, par exemple, le port du masque est souhaité ou est obligatoire? Oui. Ça a été dit la semaine dernière par le ministre, je ne sais plus lequel, que vous, qui recevez du public, vous avez ce droit-là d'exiger le port du masque et de refuser l'entrée à votre lieu public à quelqu'un qui ne le porterait pas. D'accord. Si on estime que c'est nécessaire pour la préservation de la santé des gens qui sont présents, oui. Ouais. Allez, on va avancer parce qu'il est 11h29. Oui. Alors, est-ce qu'il est là, le monsieur qui avait posé la question par rapport au bar et les toilettes du marché? Il était là tout à l'heure. Comment il s'appelle? Christophe. Bonjour Christophe. Alors, j'ai bien aimé votre question parce que du coup, je me suis dit que j'allais en faire un cas d'école et puis que les toilettes, finalement, ça concernait à peu près tous les gens qui sont là. Donc, je vous propose quelque chose là, un protocole. Alors, j'ai répondu à votre question en utilisant les principes de prévention, vous vous rappelez. Donc, d'abord, est-ce qu'on peut supprimer la situation dangereuse? Ensuite, mettre en place des mesures organisationnelles. Et puis, là, je vous ai fait un package entre les mesures collectives, les mesures individuelles, la formalisation et l'information. Donc, ça répondra à la dame du tourisme aussi en même temps. Alors, et je vous ai fait aussi un découpage entre le risque de contamination directe, vous savez, par projection de l'air quand je suis en vis-à-vis d'une personne et par contamination indirecte par contact. Donc, première question à se poser, c'est est-ce que vous pouvez déconseiller l'accès aux toilettes? Au public, là, on parle aux toilettes pour le public. Donc, posons-nous cette question-là. Après, c'est une réponse individuelle. Chaque entreprise doit pouvoir répondre à ça dans la limite de ce que disait Alain tout à l'heure là, sur les lieux qui reçoivent du public. Est-ce qu'elles ont une obligation de mettre à disposition des toilettes ou pas? Très sincèrement, moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Donc, on se pose déjà cette question. Si on décide que oui, on va laisser l'accès aux toilettes au public ou aux visiteurs, alors on va mettre en place les mesures d'organisation. Alors, pour éviter la contamination directe, ce que je vous suggère, c'est d'abord d'organiser une zone d'attente en amont des toilettes. Et dans cette zone d'attente, de bien définir des règles de distanciation physique. Donc, les 1 mètre de distance en attendant de pouvoir aller faire pipi. Pour aussi en contamination directe, s'il y a une série d'urinoirs, ce qui est conseillé par le ministère, c'est d'en supprimer 1 sur 2, d'en condamner 1 sur 2. Donc ça fait partie de l'organisation du lieu. Pour éviter la contamination par contact, dans les mesures organisationnelles, malgré ce que disait la dame tout à l'heure, je pense qu'il faut organiser une désinfection fréquente des toilettes, comme vous le faites aujourd'hui, probablement avant que le public n'arrive, peut-être le faire plus fréquemment dans la journée, à calculer en fonction du nombre de personnes. J'ai aucune notion, ça sera à vous de l'évaluer. Et puis surtout, vous l'enregistrez. Vous savez, on voit ça dans les restaurants. Ces toilettes ont été nettoyées par Sandrine à 10h15. Et comme ça, vous l'enregistrez au fil de l'eau. Ça vous gardera une preuve de ce que vous avez fait. Ça permettra aussi de vérifier que ça a bien été fait. Autre mesure, c'est de supprimer, par exemple, les abattants pour éviter que les gens aient à lever l'abattant ou à le descendre. Ça évite un point de contact et ça évite aussi une zone de nettoyage. Supprimer également les essuie-mains textiles, remplacez-les par du papier. Ça évitera de le gérer et comme probablement on va se laver beaucoup plus les mains, ça évitera qu'on soit en rupture également des trucs qu'on tire là. Mettez en place des poubelles à pédales dans la zone d'attente. Vous allez voir pourquoi après dans mon protocole et dans les toilettes. Ça évite d'utiliser les mains. Ou alors, vous utilisez des poubelles ouvertes, avec la gueule ouverte. Mais ce n'est pas terrible parce que du coup, on dit qu'il faut mettre les déchets potentiellement souillés dans une poubelle fermée. Donc, il vaut mieux quand même un couvercle et un couvercle qu'on actionne avec les pieds. Mettez un distributeur de gel hydroalcoolique dans la zone d'attente et des lingettes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est sur la partie en amont, avant de rentrer dans la zone toilette.
Et puis ensuite, je vous ai écrit un petit protocole en 5 points qui sera à formaliser et à afficher et éventuellement à commenter aux visiteurs au fur et à mesure avant qu'ils soient vraiment habitués. Donc, déjà, monsieur le visiteur qui avait envie d'aller aux toilettes, vous attendez dans la zone prévue, vous respectez les règles. Vous vous désinfectez les mains parce qu'on vous a mis du gel hydroalcoolique à disposition. Vous prenez une lingette humide qui va vous servir à ouvrir la porte avec la poignée, à la fermer et à fermer le verrou. Vous jetez cette lingette. Vous faites ce que vous êtes venu faire ici. Ensuite, vous lavez les mains et vous gardez l'essuie-mains pour à nouveau ouvrir le verrou, ouvrir la poignée de porte, refermer et vous jetez votre essuie-mains dans la poubelle qui est à l'extérieur. Ça, c'est un protocole. Je l'ai appelé procédure parce que, en fait, moi, mon métier, c'est plutôt responsable qualité. Alors, j'ai toujours ce mot-là, mais c'est plutôt un protocole. Vous l'imprimez, vous l'affichez en grand et puis, normalement, tout devrait bien se passer. J'ai terminé pour les sanitaires. Je regarde vite les questions. C'est bien, Christophe, 3 fois par jour. À mon avis, ça suffit largement. Hein. Et alors, les essuie-mains textiles qui s'enroulent à chaque utilisation, j'en ai déjà eu, moi, dans ma vie. Et le problème, c'est que il n'y a qu'un certain métrage. Donc, on risque de ne pas en avoir assez. Sinon, c'est vraiment très bien. S'il n'y a pas une grande population, ça va vraiment très bien. Et j'ai certains clients qui oui, font… je me permets d'intervenir là-dessus. Je pense que c'est à proscrire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous tirez pour avoir votre serviette propre et qu'en général, vous ne retirez pas forcément derrière. Donc, quand vous arrivez, vous avez la partie de serviette sur laquelle l'autre s'est essuyé les mains et qu'à un moment donné, il va bien falloir que vous alliez tirer dessus pour accéder à votre espace propre. Donc, je pense que dans le principe, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas conseillé, donc si pas conseillé, plutôt à bannir. Alors, ça va être mieux que la serviette où tout le monde s'essuie les mains sur la même serviette, ça c'est clair, mais ça respecte pas pour moi le fait de se dire à un moment donné, je ne vais pas les remettre la main là où l'autre a pu être amené à la poser avant, quoi. Donc, je pense que dans la mesure du possible, c'est à éviter et à revenir sur du papier jetable, quoi. Le principe du jetable, c'est vraiment on le jette, on est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans la poubelle chercher le papier qui est dans la poubelle pour s'essuyer les mains, quoi. Et ce que disait Sandrine aussi, c'est que combien de fois, moi, je suis arrivé dans des sanitaires comme ça où effectivement le distributeur était au bout du rouleau et puis du coup, on cherche un petit bout sec. Bon, voilà. Après, l'impossible nul n'est tenu, mais idéalement, je pense que ce n'est pas une solution idéale, quoi. Et juste un petit message personnel à Christophe. Passez-moi votre numéro de téléphone par mail. Là, vous avez mes coordonnées et je viendrai vous aider à faire ça si vous voulez. Et là, c'est normal qu'on a… Non, le protocole. Et Caroline, j'ai perdu le PowerPoint. Oui, je te le remets. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je remets ça tout de suite. Ah, ça y est, ça arrive. Ça charge. Ouais. Voilà, c'est bon. Allez, je prends le contrôle. On n'a plus que 2 slides, je pense. Vos questions. Ah non, attends, Sandrine. Est-ce que juste avant… Ouais, c'est ça. Donc là, on arrive sur la partie management. Je garde la parole juste un tout petit moment avant de passer à Alain. Il y avait une question et un commentaire sur l'adhésion collective aux mesures proposées. Comment éviter les équipes sans les contraindre directement? Et puis le problème qui avait été soulevé, c'est l'adhésion des salariés au respect des mesures en place. Alors, moi, ce que je vais vous dire juste une chose, c'est que ça, c'est une question de management, que ça n'a rien à voir avec le Covid, en fin de compte, et que la façon dont on manageait avant… Ah, ça a encore sauté. Et là, j'ai touché à rien, Caro. Hein. La façon dont on manageait avant, eh ben, c'est la façon dont on manage maintenant. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est vraiment le niveau de maturité à la fois de l'équipe et du manager qui va faire que vous aurez plus ou moins de difficultés à faire adhérer les salariés aux règles et puis à obtenir leur adhésion, leur concours, etc. Donc, je n'ai pas de réponse au-delà de ça, quoi. Autonomie des individus et engagement des individus.
Donc, voilà. Alain, si tu veux, par rapport aux contradictions et à la formation, et qu'est-ce qu'on met dans nos… Ouais, alors moi, je suis toujours sur la page 1 de la présentation. Ouais, c'est normal. C'est normal. C'est bon. Voilà. Donc, sur Je la fais de la partie rétention. voilà, formation, information, trouver des informations non contradictoires et vérifier. Ben, ça, c'est ce que aussi, on va rebondir sur ce que disait Sandrine tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a quelques sources officielles et c'est les seules, je dirais, aujourd'hui sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Elles évolueront certainement, hein, et elles évoluent régulièrement, mais en tout cas, c'est celles sur lesquelles on nous demande de nous appuyer, donc c'est celles sur lesquelles il faut se baser. C'est le protocole de déconfinement, c'est les fiches conseils métiers, ou c'est les protocoles spécifiques qui ont été mis dans les branches, typiquement dans le BTP ou des choses ou d'autres secteurs. Pour la dame qui parlait du tourisme tout à l'heure, je sais que l'UMI et tous les organismes d'hébergement et de restauration sont en train de sortir un guide qui devrait sortir normalement cette semaine pour tout ce qui concerne les secteurs, on va dire, liés au tourisme. Voilà, l'autre, tout à l'heure, Sandrine en parlait, le site de l'INRS, hein, qui est quand même le site de référence en termes de sécurité en France. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Oui, L'autre point, on voit Alain, bien la règlement. Oui. Alain, je t'arrête. Sur le site de l'INRS, je pense qu'il faut… il est complexe, le site de l'INRS, et c'est difficile d'accès. Il faut apprendre à l'utiliser. Et puis après, les supports, ils sont quand même assez techniques, je dirais. Alors, on ne peut pas y aller. C'est pas facile à utiliser. Tu vois, il faut être un peu dedans, je dirais. Voilà, c'est tout, j'arrête. Je ne dis pas qu'ils sont facilement accessibles, je dis que ça fait partie des éléments auxquels on peut se référer, plus que l'article de machin ou l'émission spéciale voilà, sur BFM ou je ne sais pas où. Quoi. Ah oui, d'accord. Idéalement, effectivement, soit le dirigeant le prend en charge, soit il a nommé quelqu'un de son équipe qui va être référent Covid-19, c'est-à-dire qui va se tenir justement informé un petit peu de l'évolution de la réglementation, puisque ça évolue très vite en ce moment. Et puis sur la partie, effectivement, formation, information et communication écrite qu'on peut faire, dans tous les cas, ne pas oublier de dater les documents qu'on peut publier ou autres, en ajoutant, voilà, publiez-le au vu des éléments connus à date du. Et puis au moins, on sait que effectivement, le document peut peut-être plus être à jour 3 jours après parce qu'il y a eu un contre-ordre qui est arrivé. Mais voilà, donc dater, ça permet de valider à quel moment l'article ou la note était valable. Et puis, se référer aux sources officielles. Hein. Voilà, je pense que c'est… Et se limiter à ça. Il y avait du coup 2 autres questions qui étaient apparues en dessous, qui étaient l'approbation du DU par le CSSCT. Il y a une consultation à faire Alors, il y a 2 choses, non. Le CSE a un rôle à jouer dans la partie santé-sécurité au travail des salariés. Donc, ce qui est essentiel, dans un premier temps, c'est de l'associer à la construction du document unique ou à sa mise à jour. Ce qui fait que d'autant plus s'il a été associé, le jour où on va le consulter pour avoir son avis sur les évolutions, forcément, il sera plus enclin à donner un avis favorable qu'un avis défavorable. Mais on n'est que sur une consultation ou sur une information, on n'a pas à recueillir l'approbation du CSE sur ce qu'on a mis dans le document unique. Sauf que, comme toujours, vous imaginez bien, si ils ont émis un avis négatif et justifié de pourquoi et que demain il y a un pépin, donc on a tout intérêt à prendre en compte ce qu'ils vont pouvoir être amenés à nous dire et à le gérer. Mais il n'y a pas besoin d'une approbation du CSE pour réaliser le DU et le mettre en œuvre. Concernant la gestion de l'activité du temps partiel. Alors, je ne sais pas quelle est exactement l'équipe, mais oui, dans beaucoup de cas, on va être amené à faire reprendre les équipes de façon partielle, avec un bout d'équipe qui va commencer et d'autres qui vont arriver ensuite. Et là, il y a différentes articulations qui sont possibles.
faut déjà voir les gens qui sont en situation de pouvoir reprendre par rapport à ceux qui ont encore de la garde d'enfants ou qui sont dans une situation de salariés à risque de développer une forme grave, etc. Et dans ceux qui restent, eh ben, il faut voir ceux dont on a besoin, en sachant que l'activité partielle, telle qu'elle est définie globalement aujourd'hui, doit faire qu'on doit respecter une équité dans la venue. Hein. Donc, si j'ai deux, on parlait tout à l'heure des musées ou machin, deux hôtesses de caisse ou d'accueil, ben, je dois les faire venir avec la même fréquence. Il y en a une qui va venir le lundi, mardi, mercredi, et l'autre qui viendra le jeudi, vendredi, samedi, quoi. Aujourd'hui, de façon à simplifier ça, l'État a permis que l'activité partielle soit individualisée. Donc, je peux te dire que non, c'est que ma caissière numéro 1 qui viendra toute la semaine. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur avec un avis favorable du CSE. Donc, c'est-à-dire que ça, on ne peut le mettre en place que si ça a été validé par les partenaires sociaux. Donc, dans le cas général, oui, on peut reprendre à temps partiel, on ne sera pas à 100%. On peut avoir une alternance télétravail-activité partielle, on peut avoir une alternance télétravail-présence, une alternance présence-activité partielle. Enfin, dans le principe, tout est possible. Je mets tout entre guillemets, mais tout est possible. Oui. Il y a une question sur l'équipé. Oui. Équité pour le même poste, bien sûr. Oui, oui. Si j'ai deux, je parlais tout à l'heure, j'ai deux hôtels d'accueil et j'ai un seul vigile. Si j'ai besoin que du vigile pour un premier temps, je vais faire venir le vigile à 100% et mes deux hôtesses d'accueil, elles vont être en activité partielle. Hein. Par contre, si je dis mon activité d'accueil doit reprendre, il faut que mes deux hôtesses d'accueil viennent. Ok. Bon, bah, je passe à la suivante. Alors, ça, je m'attendais bien à ce genre de questions. Question sur les EPI, les équipements de protection individuelle. Alors, vous êtes 3 à avoir évoqué ce sujet-là. C'était pourquoi ne pas généraliser le port du masque obligatoire, qui est la seule vraie protection, du point de vue de la personne qui a écrit ça. Si les employés disposent de protection individuelle, est-ce que l'on est obligé d'analyser le DU d'un point de vue distanciation et autres? Et certains préconisent de porter un masque lorsque l'on se trouve dans la même pièce qu'une autre personne. Qu'en pensez-vous? Alors voilà, je vais vous dire ce que je pense. Au cas où vous n'auriez pas encore compris depuis la semaine dernière, je suis contre. Pour moi, les EPI, le masque, encore pire les gants, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours dans les principes de prévention et c'est pas pour rien. Et je vais essayer d'être un peu pédagogue et d'expliquer pourquoi. C'est le dernier recours, c'est ce qu'on met en place quand on n'a pas pu organiser différemment, quand on n'a pas pu mettre en place des protections collectives. Parce que vous, les chefs d'entreprise, vous avez une obligation de mettre vos salariés en sécurité, de prévenir les risques. Eh bien, peut-être qu'il y a beaucoup de gens là autour de la table, dans la salle virtuelle, qui n'ont pas encore utilisé les EPI. Mais je vous garantis que quand on est responsable sécurité ou chef d'entreprise, d'une entreprise qui doit porter des EPI, faire porter des EPI, c'est juste l'enfer. Parce que porter un EPI, c'est une contrainte. Et les gens ne vont pas forcément avoir envie. Après, il va faire chaud. Et puis, peut-être que vous n'en aurez pas assez. Et puis, si c'est des lavables, est-ce qu'ils vont les avoir lavés? Enfin, vous allez vous poser tout un tas de questions. Vous allez devoir gérer la mise à disposition des EPI et vous allez devoir gérer et garantir qu'ils sont bien portés et tout le temps. Et bien ça, je vous assure que c'est quand même très, très compliqué dans la vraie vie à faire. Donc, mettons les EPI là où c'est obligatoire parce qu'on n'a pas pu garantir une distanciation suffisante, que les temps de contact sont trop longs, etc., etc. Mais réfléchissez avant à tout ce que vous pouvez faire qui ne sera pas des EPI. Et par exemple, tout à l'heure, quelqu'un parlait du temps. On en a parlé, c'est très long de faire ceci, faire cela. C'est quand même beaucoup plus rapide de mettre en place, par exemple, des cloisons ou d'espacer des bureaux dans des open space. Et ça, vous pouvez, il n'y a même pas besoin de vérifier que c'est en place et que c'est fait.
n'y a même pas besoin de voir quoi que ce soit, plutôt que d'aller vérifier que tout le monde a tout le temps son masque. Ça va être très compliqué à faire pour vous. Donc voilà pourquoi je dirais non, on ne va pas le généraliser. Enfin, vous allez le faire si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de règle là-dessus, mais si vous utilisez bien la démarche, vous allez voir qu'il y a d'autres choses à faire avant et ne gardez ça que quand ça sera indispensable. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile à vendre, entre guillemets, aux salariés. Parce que là, ils savent que c'est indispensable et donc ils vont le porter. Je parle des salariés, pas des visiteurs. Parce que les visiteurs, je suis d'accord avec la dame de tout à l'heure, que quand on est client, il vaut mieux effectivement porter les EPI. Ça évite toute discussion et d'expliquer les règles. Voilà, je pense, je ne sais pas s'il y a des commentaires, je regarde. Non, il n'y a pas de commentaires. Est-ce que ça vous va comme réponse tous? Est-ce qu'on passe à autre chose? Ok. Eh bien, je crois que voilà, on arrive au bout. Alain, sur le PCA? Alors, le PCA doit-il être transmis au client? C'est une excellente question. Il y en a deux d'ailleurs. Peut-il, oui, puisque à partir du moment où si on le souhaite, on peut toujours le faire. Doit-il, non, il n'y a aucune obligation. Donc le PCA, le plan de continuité d'activité, faut se rappeler ce que c'est. C'est essentiellement de se dire qu'est-ce que je peux me retrouver demain face à une pandémie ou face à un risque important qui m'entraîne à prendre des décisions urgentes d'arrêt d'activité ou de continuité d'activité en mode dégradé, et donc à quoi il faut que je pense et quelles sont les mesures que je vais mettre en face. Il faut se rappeler que dans ce plan de continuité d'activité, il va y avoir normalement plein d'infos entre guillemets confidentielles et normalement, typiquement, tous les noms des personnes qui doivent être contactables rapidement, leurs coordonnées personnelles, parce qu'il faut être sûr de pouvoir les avoir rapidement. Donc forcément, la communication d'un tel document est un peu compliquée puisqu'on va communiquer beaucoup d'informations personnelles. Donc pour moi, ce n'est pas un document à communiquer. Après, il peut y avoir des éléments du PCA à communiquer parce que ça peut rassurer un client à un moment donné qu'on a prévu effectivement un certain nombre de situations complexes et la façon dont on a prévu d'y répondre. L'autre aussi, puisqu'on parle du client, c'est que parfois on peut se dire qu'en cas de plan de continuité d'activité et de situation grave, on va privilégier les clients 1, 2, 3, mais pas les 4, 5, 6. Donc, tant qu'à faire, on évitera d'envoyer au 4, 5, 6 le PCA dans lequel on met que ce n'est pas un client prioritaire. Enfin voilà, donc ce n'est pas du tout le même objectif, un PCA et DU. Concernant le PCA, c'est mis après, mais on prévoit avec Sandrine de faire un webinaire spécifique sur ce point-là le 18 juin. Une fois qu'on aura redémarré, que les DU seront en place et autres, pour se dire, OK, si demain on se retrouve à nouveau dans une situation complexe, comment on peut réagir de façon plus organisée qu'on ne l'a fait cette fois-ci. Quel détail devra comporter le DU sur la situation Covid-19 globalisée selon la gestion d'une pandémie ou spécifique Covid-19? Ce qu'on a vu aussi au cours de la présentation sur le DU, c'est que le DU, on se met bien et on se questionne bien face à chaque risque. On ne dit pas, tiens, quel est le risque de venir travailler dans cette société de façon générale? C'est un peu la même chose que je ferai entre la pandémie et le Covid-19. Le Covid-19, c'est un risque qui a entraîné le développement d'une pandémie. Mais le sida, c'était aussi une pandémie. Je ne réponds pas forcément de la même façon au risque sida qu'au risque Covid-19. Donc forcément, il faut bien que je m'interpelle dans le DU sur le risque qui est lié spécifiquement au Covid-19, qu'on peut englober par contre sur le type de pathologie qu'il est. La grippe, ça va rentrer à mon avis dans le même... voilà. Si on a demain une grippe espagnole ou je ne sais pas comment, elle se propage a priori de la même façon, donc on le traitera de la même façon. Mais chaque pandémie ne se développe pas de la même façon. Voilà, donc on est bien, pour récapituler, PCA, DU, c'est deux choses différentes. Dans une, on tient compte, on appréhende le risque tel qu'il est aujourd'hui présent. Dans le PCA, on se projette sur un risque potentiel et sur la façon dont on va y réagir.
et de façon beaucoup plus large, puisque ça ne va pas traiter que la sécurité, mais aussi tout le côté commercial, économique, etc. Et donc, quand on traite sur le DU, on traite bien un point spécifique, en l'occurrence le Covid-19, et pas la pandémie en général. Ok, c'est clair. Bon, ben, il est 11h53, on arrive à la fin, donc je prends la parole pour le dernier thème, là. Dans les difficultés, quelqu'un avait évoqué le fait que le risque biologique était inconnu. Ben, ça, c'est vrai. Personne ne sait vraiment, hein, à part les experts qu'on voit à la télé tout le temps, là. Sinon, on ne sait pas trop comment ça marche. Ben, je vais vous dire, ce n'est pas trop grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez absolument compris comment ça marche la contamination. Ce triangle que je vous avais commenté dans le détail la semaine dernière, une fois que vous avez compris ça, bon, vous ne vous préoccupez pas de savoir plus que ça, c'est quoi ce virus, etc. Il est dangereux, il se propage comme ça, et je protège mes salariés par rapport à ces modes de contamination-là. Puis voilà, on s'arrête là. Ensuite, quelqu'un a dit que ça avait été difficile d'évaluer, de hiérarchiser, de chiffrer les risques et de matérialiser le document unique. J'aurais envie de vous dire, vous ne prenez pas la tête. Je ne devrais peut-être pas utiliser cette expression-là sur une réunion comme ça avec des gens, mais ne vous prenez pas la tête. Il n'y a aucune obligation réglementaire, il n'y a aucun modèle requis sur la forme, sur le type de cotation que vous allez faire. Donc, faites avec votre bon sens, votre gros bon sens, et c'est sûr que ça sera bien. Ce qui compte, c'est de faire comme on disait au tout début. Donc, voilà, n'essayez pas de faire quelque chose de parfait. Faites comme vous le sentez et ça sera parfait. Et ce qui est très intéressant, la dernière remarque, c'était quelqu'un disait oh là là, mais ça prend énormément de temps, tout nettoyer, tout vérifier, contrôler, etc. etc. Ben, raison de plus, je dirais, pour utiliser les principes de prévention. Si vous mettez en place de l'organisationnel du collectif, vous aurez une cloison à nettoyer et non pas plein de trucs à faire. Donc, essayez de remonter le plus haut possible, justement pour avoir en tête que quand vous devrez vérifier que c'est en place, quand vous devrez nettoyer, eh ben, ça se prendra beaucoup moins de temps. Je repense aux portes. Laissons les portes ouvertes quand elles ne sont pas obligatoirement à fermer. Ben, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de nettoyer les poignées de porte. Voilà. On parlait de la battante des toilettes tout à l'heure. Si on enlève le couvercle, on n'aura pas besoin de le nettoyer. Donc, remontez vraiment le plus haut possible dans la prévention que vous mettez en place. Vous allez aussi gagner du temps. Donc, principe de prévention à outrance. Et bien là, je crois qu'on est arrivé à la fin. Juste un petit commentaire sur ce point-là, puisqu'on parle de prendre du temps. Hein. Même si c'est des exemples qui sont disproportionnés un petit peu par rapport à la taille de nos entreprises, Amazon, qui n'a pas pris forcément toutes les mesures de précaution, est fermé depuis plusieurs semaines. Donc peut-être qu'ils auraient préféré passer 1 heure de plus par jour à faire du nettoyage ou de la prévention. Je ne connais pas les cas dans le détail, hein, donc l'idée c'est pas ça, mais Renaud Sandouville qui a peut-être redémarré un petit peu rapidement et qui depuis aussi a reçu aussi un avis de fermeture administrative. Voilà, on voit bien qu'à un moment donné, oui, les mesures qu'on prend, elles prennent du temps. Mais ben, si on ne les fait pas, le risque, il est avéré à la fois d'un point de vue sécurité, mais d'un point de vue aussi décision administrative de ne pas pouvoir continuer son activité. Quoi. Ouais. Mais l'essentiel à préserver, c'est quand même la santé de nos salariés, comme tout accident quand il arrive. Hein. Quand il n'arrive pas, on se dit qu'on a bien fait de prendre la précaution, et quand il arrive, on se dit, mince, si j'avais su, je l'aurais quand même fait, la modif sur la machine. Voilà, donc prévention, effectivement. Voilà, on est au bout. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez évoquer encore? Il est 57, on avait démarré à 5, donc on a encore 7-8 minutes. Alors, je vois que quelqu'un... On ne va pas passer notre vie non plus sur les toilettes, mais je regarde quand même ce que la personne a dit avant de tirer la chasse d'eau pour éviter les projections. Ah, c'est une bonne remarque. Merci, Aquanalyse. Alors, pour reprendre aussi le sujet des toilettes, on a 2 solutions. Hein. Soit on peut retirer pas le couvercle. Le couvercle, on peut le retirer, mais on peut retirer l'abattant, enfin, ce qu'on veut. Soit on peut aussi le figer. Alors, pas le couvercle dans ce cas-là, mais l'abattant sur lequel on peut être amené à s'asseoir et qui est un peu plus confortable. On peut aussi le figer, le collant ou j'en sais rien, si on ne veut pas le monter, le descendre. Quoi.
Mais effectivement, retirons tout ce qui peut être retiré de toute façon et qui évite des manipulations. Ça, sur le principe, c'est vraiment le principe numéro 1 de prévention. On retire tout ce qui peut être à risque et comme ça, au moins. Et de la même façon, pensez que ce soit dans vos toilettes ou dans vos lieux communs, elle en avait parlé un petit peu aussi, Sandrine, dans les exemples qu'on avait pris de redesign, de retirer tout le superflu. Toute la déco, toutes les... Peut-être ça va faire un peu terne pendant un moment donné, mais les petites plantes ou les machins qu'on met, limitons au maximum tout ce qui peut être accessible avec les mains par les gens, quoi. Ouais. Ou mettons-les à des endroits où on ne va pas facilement maniper, quoi. Oh, tu vas te taire, Alain? Est-ce qu'on peut demander aux gens s'ils ont des questions avant d'arrêter? Mettez-les dans le chat ou bien prenez la parole. Même, oui, ou prenez la parole. Hein. Non, ça a l'air d'être... Non, moi, je meublais la minute jusqu'à 12h. On est au bout. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, on arrête. Et puis, à votre disposition, comme on a dit tout à l'heure. Juste une petite remarque de mon côté. Donc, on va poursuivre, comme l'a évoqué Alain tout à l'heure, on va poursuivre la dynamique des webinaires RH sur différentes thématiques jusqu'à début juillet. On va vous proposer d'autres sujets, d'autres thèmes voilà, en lien avec l'actualité hein, qui nous concerne, hein, la sortie de confinement, sur la partie aussi gestion des émotions, management, bien-être au travail, etc. Donc, on va vous proposer ces différents webinaires là très, très prochainement qui vont être mis en ligne sur le site de la CCI et puis vous recevrez bien évidemment également le programme détaillé par email. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les thématiques qui vous intéressent. On aura différents intervenants. Alain et Sandrine en feront partie, mais il y en aura d'autres également. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un camion. Merci pour votre présence à toutes et tous. Je vous enverrai le PowerPoint comme d'habitude avec les liens sur les replays si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à réinterroger Sandrine et Alain qui sont à votre disposition pour vous accompagner. D'accord, bah merci. Au revoir, à bientôt. Merci à toutes et tous de votre participation. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci.